On va voir les bases, en gros, quels sont les leviers SEO à actionner et dans quel ordre le faire. Et pas mal de techniques. Donc voilà, Paul s'est engagé à vous livrer ses 6 meilleures techniques aujourd'hui. Et notamment, on va trouver comment trouver des idées de contenu, comment optimiser ses introductions pour un robot Google, comment bien contextualiser ses liens internes, comment construire des titres qui boostent votre CTR, donc c'est-à-dire le taux de clic, tout le content, la stratégie qui est là pour durer et les 2 méthodes pour trouver des backlinks en 2 minutes. Donc c'est ambitieux, mais c'est cool. Et après, on fera bien entendu des questions-réponses. On vous montrera, enfin Paul vous montrera quelques outils et tout ça. Et sur les slides d'après, du coup, pour vous présenter Paul quand même, après je le laisserai se présenter bien entendu, hein. Donc qui est Paul? Eh bien Paul est consultant SEO et fondateur de TOT. Ça se dit comme ça, hein, TOT? Top, c'est ça. Ouais, ça va, je suis pas mauvais alors. Cofondateur de Sequoia Éducation aussi. Ton âge augmente d'année en année, donc ça c'est beau. Et ton gâteau préféré, la croziflette. Tu nous parleras de tout ça juste après. Et ta citation préf, ouvrir une école, c'est fermer une prison de Victor Hugo. Donc en tout cas, je suis content de t'accueillir. Donc je te laisse dire quelques mots sur toi, et après on va pouvoir dérouler. Et juste avant que tu te présentes, si vous voulez ajouter Paul sur LinkedIn, donc c'est Paul Grillet, vous pouvez rajouter directement sur LinkedIn pour rester en contact avec lui, ou si vous avez des questions avec le webinaire, je pense qu'il se fera un plaisir d'y répondre. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Julien Deremaux, je suis le fondateur et capitaine de Pilotine, qui est une agence de communication digitale. Donc en gros, on fait des sites internet et de la formation. Et vous pouvez aussi m'ajouter sur LinkedIn si vous le souhaitez, c'est Julien Deremaux. Voilà, Paul, c'est à toi. Petite présentation et après, je te laisse attaquer dans le vif du sujet et puis je serai là pour rebondir et puis pour répondre à toutes les questions du chat. Ça marche. Et bah merci. Bah en vrai, l'essentiel a été dit, hein. Je suis consultant SEO. Pendant quelques mois, là, j'étais chez Scribix, une agence, une plateforme d'achat de contenu, mais pas n'importe quel contenu. C'est vraiment du contenu fait pour les gens et pour Google. Avant ça, j'étais consultant SEO depuis 4-5 ans maintenant. J'ai fait pas mal de formations dans les écoles et auprès d'entrepreneurs, dans les incubateurs, etc. Et là, maintenant, je m'amuse surtout à développer différents outils et à m'investir dans d'autres projets plus écologiques et sociétaux. Et Et c'est voilà. aussi un grand sportif puisque pour préparer le webinar, on est allé faire un petit, je sais pas, on a couru pas mal, on a fait au moins 15 bornes, non? Je me Ouais, souviens plus ouais, ce ouais. qu'on a fait. On a fait au moins 15 bornes sur les quais à Lyon avec Paul, donc grand sportif aussi, surtout pour le badminton, hein, si j'ai bien compris. C'est ça. Là, sur la course, il m'a mis à l'amende. Bon, bah, allez, du coup. Bon, alors pour commencer, on va revoir rapidement les bases, même si la majorité d'entre vous les ont. Mais pour résumer, on parle toujours de 3 piliers en SEO. J'aimerais revenir un tout petit peu sur les différents piliers qui sont la technique, le contenu et les liens. Il y en a pas mal qui rajoutent l'UX. C'est un débat qui se vaut, mais restons sur ces 3-là pour le moment. Et il y en a beaucoup déjà, et ça c'est une question que j'ai reçue pour le coup beaucoup sur LinkedIn, c'est par où commencer. Vu qu'on est chez Pilotine, on peut prendre l'image qu'on veut. Là, j'ai pris un petit dracard pour la démo. Il y a un truc qui est essentiel à la base, c'est vraiment la quille du bateau pour que tout se tienne. Et sur vos titres, ça va être la technique. Donc, c'est des temps de chargement corrects. Il n'y a pas besoin que ce soit à la vitesse de l'éclair. C'est pas ça qui va vous faire vous référencer, même si c'est très important. Mais globalement, un site navigable pour les robots, pour les utilisateurs, etc., c'est hyper important. Ensuite, qu'est-ce que vous mettre du lien, en gros, faire du lien vers un site, c'est lui envoyer de la puissance. Ça ne sert à rien de faire de la puissance, de mettre de la puissance dans quelque chose qui n'avance pas. Donc toutes les planches ici, les rames, etc., le mât, ça va être le contenu, c'est ça que vous allez pousser. Et les cordes, pour que tout se tienne ensemble et ait du sens, ça va être les liens internes entre vos pages. Et ensuite, une fois qu'on a un beau bateau, on peut envoyer de la puissance, envoyer du lien. C'est pas le cas pour tous les sites. Il y a des thématiques où il faut aussi du lien dès le début. Ça fait bien être un site. Mais tout le monde n'a pas un budget pour tout dès le début. Donc, si vous voulez commencer doucement, un site propre, du contenu, et ensuite, on va parler de liens, etc. Évidemment, si le vent, c'est le backlink, est-ce qu'on peut naviguer sans vent? La réponse est ça dépend, évidemment, mais il y a pas mal de thématiques où on peut encore s'en sortir si on a un peu de force dans les bras, avec simplement des rames. Même si du backlink, ça fera pas toujours, enfin, ça fera souvent du bien. Alors, la première partie que je voulais vous donner, c'était comment trouver des idées de contenu. Il y a beaucoup d'outils payants. Là, je vais essayer de me concentrer et tout le long de la présentation avec des outils gratuits, sauf un tout dernier à la fin. Est-ce que tu as un mot-clé un peu précis en tête? Formation SEO, peut-être? Ouais, ah ouais, si tu veux, on peut faire formation. Allez, vas-y. Formation SEO Lyon. Formation SEO.
Ok. On va commencer. Alors, je vais me lancer juste un petit chrono. T'as 8 minutes, hein, c'est ça? C'est ça. Bon, j'ai mis un peu au pif, c'est juste pour pas que ça dure trop longtemps. Tu veux que je fasse le gardien du temps? Allez, je fais le gardien du temps. Allez, go, c'est parti. Boum, 8 minutes. Ok. Bon, première étape. Formation SEO. Évidemment, vous pouvez trouver des idées, vous tapez, et vous allez avoir tout ce qu'on appelle les PA. Là, quand vous cliquez, plein d'idées vont se déployer au fur et à mesure. C'est une première, elle est forcément assez connue, mais on y passe tout le temps. Ensuite, ce qui est assez simple, c'est là, vous tapez une lettre et vous allez avoir plein de propositions. Donc ça, soit vous pouvez le faire à la main pour avoir plein d'idées, donc formation SEO LinkedIn, en ligne, high level, etc., etc., donc là plutôt de la marque, ou bien un petit outil bien pratique qui va faire ça exactement ce que je viens de vous faire avec toutes les lettres de Paris, mais pour vous. Donc là, il va faire le travail que je viens de vous faire et il s'arrête à peu près jamais, hein. Donc vous pouvez continuer, continuer, continuer. Bon, je ne vais pas le faire des heures. Après, il y a souvent un peu de tri à faire, il faut trier par volume, par niveau de difficulté, mais déjà là, on a pas mal d'idées. Formation SEO gratuite en PDF, se former sans diplôme éventuellement, est-ce qu'on a besoin d'un diplôme en SEO, formation SEO avancée, pourquoi se former, est-ce qu'il faut former ses équipes, voilà, donc là, plein d'autres idées. Ensuite, un peu moins connu, là on est sur pour de l'informatif. Donc YouTube, pour tout ce qui est requête informative, c'est franchement une mine d'or. Pendant qu'il charge, j'en prépare un autre. Et Cora. Alors, si on tape formation SEO, et ben encore une fois, on a plein d'idées pour aller pour approfondir un peu le sujet. Donc là, par exemple, pour Pilotine, formation SEO WordPress, ça colle tout à fait à vos thématiques, mais pourquoi pas parler aussi de la différence avec le SEO sur Shopify. Est-ce que Yoast, c'est un bon plugin d'optimisation? Et là, on peut continuer. A, avancer, L, à Lyon, tiens, J, jaune. Voilà, on peut avoir pas mal d'idées. Et si on veut juste approfondir un petit peu, SEO, board, etc., etc., etc. Donc ça, c'est pour les mots-clés un peu plus commerciaux. Ensuite, ce qui marche pas mal pour les mots-clés à intention, YouTube informationnel, ce qui marche pas mal pour les requêtes plus commerciales, donc avec a priori un peu plus de business derrière, ça va être Amazon. Amazon, si on met SEO, on aura du WordPress, des livres, des t-shirts. Bon, SEO, ça s'y prête un peu moins, mais par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre? La whey, là, c'est un sujet actuel. On a plein de types de whey qui sont actuellement recherchés par des gens sur Amazon, donc a priori avec une forte intention d'achat. Donc voilà, ça c'est une bonne technique pour trouver plein de mots-clés. Autre chose gratuite, je ne sais pas si vous connaissez Quora. On en est où du temps? 3 minutes. C'est pas mal. Oh, bon, on a Quora, où je vais pas prendre le Il te reste 5 minutes du coup. Ah, très bien. Bon, allez, on se connecte. Hop, et j'en charge un autre pendant que j'y suis. On vous fera le récap de tous les outils. On mettra dans la description du replay. On mettra tous les outils que vous montre Paul. Là, en fait, Quora, c'est un réseau social où n'importe qui peut poser plein de questions et n'importe qui peut répondre, mais tout est upvoté, donc les meilleures réponses semblent ressortir. A priori, si des gens ont posé la question sur Quora, c'est qu'il y a plein d'autres gens qui cherchent. Donc là, vous mettez votre mot-clé. Ah, c'était formation. Bon, on va faire avec SEO. Et là, on a plein de questions qui sont actuellement recherchées par des gens. Donc, comment améliorer, quel est le meilleur logiciel de SEO, comment apprendre le SEO, quel est le meilleur outil SEO, etc., etc., etc. Donc ça, il y en a à l'appel. Et là, c'est que le français qui est une partie très, très sous-développée sur Quora. Vous mettez ça en anglais, il y a pléthore d'idées. C'est de la bombe. Ouais, il y a d'autres techniques qui sont de les faire à la mano, hein. N'hésitez pas à demander à vos prospects, à vos clients un petit peu les questions, les sujets qui les intéressent. Mais là c'est encore mieux parce que c'est les vraies questions que les gens ont vraiment posées parce qu'ils ne trouvaient pas la réponse, quoi. Ouais, c'est clair. C'est ça. Et après, oui, évidemment, si vos prospects sont dispo pour vous. Alors, autre moteur de recherche, un peu moins connu, je ne sais plus si c'est Thales ou MDA qui a fait Exalid, mais ils ont une fonctionnalité qui est intéressante. Par exemple, si je mets SEO, ils ont les termes associés. Donc c'est un peu plus large, mais je sais qu'il y a pas mal d'outils qu'on va éviter de citer, mais qui utilisent
ces résultats-là pour aller enrichir un peu leur proposition. Donc, par exemple, web design, social media, internet marketing, graphic design, content marketing, tout ça, c'est des types qui, au final, sont quand même très proches du SEO et qu'on va retrouver là. Il n'y a pas toujours ces idées, mais ça peut nous aider à creuser. Un truc hyper intéressant, c'est d'aller taper le mot-clé. Et on va prendre le premier, par exemple, celui-là. Et on va aller sur un calculateur de densité de mots-clés. A priori, si je suis là-dessus, c'est qu'il est bon. Et là, en allant regarder la page des concurrents, on va avoir plein de mots auxquels on n'avait pas forcément pensé. Donc, résultats de recherche, comment apparaître dans les résultats de recherche. On voit que ça parle de cookies. Ah non, là, c'est accepter les cookies. Est-ce que, bon, les cours vidéo, référencement naturel, bon, c'est pas hyper pertinent sur cette thématique qui est en démo live, mais voilà, ça peut déjà nous donner des informations. Donc, en Mais gros, en passant par cet outil, tu vois à quel point le mot-clé est répété, c'est ça, sur... Voilà. Sur le premier résultat, Ouais. ou les 5 premiers, si vous voulez, sur une page, on va aller voir quels sont les mots qui semblent être utilisés plusieurs fois. Donc, qui peuvent avoir du sens dans nos thématiques. Donc là, par exemple, si je veux être premier sur formation SEO Lyon, par exemple, je vois qu'il faut aussi que je mette pas mal de référencement naturel, il faut que je parle de stratégie SEO, il faut que je parle de résultats de recherche, de mots-clés, des trucs comme ça, histoire que sémantiquement, Google comprenne que je parle de formation SEO, quoi. Alors là, on parle plutôt de trouver des contenus pour son blog en général. Un blog qui parle de SEO ne sera pas pertinent aux yeux de Google s'il ne parle pas de la Search Console. Et ça, on n'y avait peut-être pas pensé au tout premier abord. Exactement. Donc, ça permet de donner une grande idée, un grand tableau Excel sur lequel on va s'appuyer pour trouver ça. Et c'est cool, ça donne même des idées de business, parce qu'en soi, tu vois, si dans ma formation SEO, je ne parle pas de Search Console, je loupe une partie du truc aussi. Ouais, ah bah c'est clair. Tout comme Analytics, etc., qui vont sûrement ressortir sur les résultats suivants. Ce qui est pas mal, ça, c'est de le faire aussi sur les pages Wikipédia. Parce qu'a priori, elles sont très complètes. Pas des mots. Donc là, tu as rentré l'URL de la page Wikipédia en question qui parle de SEO, c'est ça? Oui, c'est ça. Vu qu'ils mettent masse de contenu, tu as encore plus d'infos, quoi. C'est ça. Donc on a par exemple Black Hat, SEO Black Hat, White Hat, tout ça, c'est des thématiques qu'il va falloir aborder sur un blog ou au moins sur la page. Technique de Black Hat, bon là ça a l'air plutôt orienté black, mais bon. Comme quoi, il y en a pas mal qui veulent se faire former pour trichouiller, quoi. C'est bien. Bon, il y en a pas mal qui tournent sur le sujet. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on... il nous reste combien de temps? Parce que là, j'ai fait les plus... Tac, tac, tac. Après, pour élargir, on a tout ce qui est champ lexical. Il te reste 2 secondes. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, j'en fais un petit dernier, même s'il est quand même très connu. Pour élargir, comme ça, le public est franchement propre, mais je pense que ça, la majorité le connaissent. Oh non, je pense pas qu'il y ait tant de gens qui le connaissent, ou il y en a qui l'ont déjà vu en disant « Ah ouais, il y a ce truc qui existe, mais du coup, on te sort de public, ouais. » Je vais mettre le lien dans le chat. Franchement, très, très complet. En outil payant qui fait ça très bien, c'est Your Text Guru aussi. Ils ont une option où on met le mot-clé, en l'occurrence, et ça va nous ressortir plein de questions, plein d'idées. Qui sont... Je sais pas où est-ce qu'ils prennent leurs sources, peut-être sur les différents forums ou... Ouais, ou je pense qu'ils ont un petit algo en fait qui sont à la place des gens. Donc après, je pense qu'on ne sait jamais combien de personnes tapent vraiment ça. Donc après, il faut cumuler tout ça avec un petit Uber Suggest ou Google Keyword Planner, histoire de savoir combien de fois l'expression clé est tapée. Mais c'est vrai que c'est toujours très intéressant ça. Ça va être vraiment pour trouver des idées à la base. Ensuite, on fera le tri en fonction de différents critères. Mais voilà, à la base, il nous faut quand même une grande liste de contenus pour faire notre tri derrière. Donc voilà, là, il y en a quand même pas mal d'idées, même si elles sont en anglais. A priori, il suffit de traduire après. C'est vrai que ça donne plein d'idées de questions que les gens se posent en lien avec notre mot-clé, quoi. Ouais, bon, bah cool, j'ai pas mal de choses. Je sais quoi créer maintenant. Parfait. Merci, Paul. Pas de souci. Alors, on va reprendre. Bon, vu que le temps était quand même limité, j'ai pas mis les idées là. Je pourrais les remettre un petit peu derrière, mais ça aurait pris un peu de temps de faire. On fera un petit récap. Alors,
Ensuite, une fois que vous avez toutes vos idées, vous avez fait les tris, et vous avez choisi les idées de sujets les plus pertinents en fonction de votre business, les volumes de recherche. Voilà. Derrière, vous allez créer du contenu. Et un truc qui est souvent oublié, c'est d'aller vérifier que... Alors, en fait, comment toi, Julien, quand tu veux avoir un contenu, j'imagine que tu commences par le titre et par ensuite l'intro vite fait pour aller voir de quoi va parler la page et si ça colle un peu à ta recherche. Ouais. A priori, c'est un truc qu'on ne fait pas vraiment pour les humains, de vérifier son introduction. Simplement pour qu'un robot qui passe, il va commencer par le début, il comprenne le sujet global de la page. Il y a des sujets sur lesquels ça passe super bien, mais en fait, la sémantique, c'est quand même hyper particulier parce que tu rajoutes quelques mots. Un humain, là, si je te donne cet exemple, le jaguar court aussi vite qu'une voiture avec des pneus neige, des pneus hiver. Ouais. Bon, c'est pas hyper naturel, mais c'est pour montrer un peu l'exemple. Ouais. Là, si je mets ça, si je mets cette phrase sur Google, toi, tu sais très bien que je parle d'un jaguar. Même Yes. s'il y a le mot voiture et pneus hiver. Et pourtant, Il va te sortir des pneus, lui. pourtant, là, il parle que de pneus. Et il parle, enfin, visiblement, il associe vraiment que pneus hiver. Mec, il s'en fout un peu de notre Jaguar qui est hyper rapide. Voilà. Et pourtant, enfin, le Jaguar est connu pour sa vitesse. Google sait aussi que Jaguar, c'est associé très proche à vitesse, courir, etc. Donc voilà. Donc nous, en fait, on va vouloir s'assurer que Google va bien comprendre l'intérêt et le sens de notre introduction. Est-ce que Piloting, vous avez déjà une page qui parle de formation SEO? Comme ça, on va faire l'analyse en live. Yes, il y a une page qui parle de formation ici, ouais. Bon, si tu tapes Pilotine, formation SEO, tu la trouveras. On va voir. Yes. Donc, il y a plusieurs techniques. Et je vais vous présenter celle qui se fait à la main, mais vous pouvez tout à fait le faire Prends avec celle de gauche l'autre. si tu veux. Tu peux prendre celle de gauche. Donc là, on est sur une page de catégorie et après, dedans, il y a plusieurs formations SEO. Voilà, donc c'est celle-là que tu veux ranker, c'est ça? Yes. Aide-moi à la ranker, s'il te plaît. Donc, au niveau de l'intro, première chose que tu peux faire pour vérifier que Google comprend bien ça, c'est que tu vas prendre juste ton introduction, donc ça, hop, et on va retirer les mots SEO et formation et voir un peu ce que Google en comprend. Donc là, a priori, il y aura ça enlevé, ça enlevé. Ok. Donc là, Donc soit là, je le fais à la main. tu es en train de jouer le jeu de Google et de voir à quel point il est bête, quoi, c'est ça? Alors, on va voir s'il est bête ou si au contraire il comprend Si très ça bien marche. de quoi tu parles. Donc, logiquement, ta page va ressortir. Même pas. Donc là, on est plutôt sur comment ça marche, formation. En fait, ce qu'on va chercher, c'est est-ce qu'il y a le mot formation qui ressort. En tout cas, il a bien compris que c'était du SEO, donc ça, c'est très bien. Formation, à part votre page, il n'y a pas grand-chose qui semble ressortir. Là. Voilà. C'est un peu long. C'est un peu long à faire. Donc, en fait, j'ai fait un plugin qui est gratuit que vous pouvez utiliser pour le faire tout seul. Donc, formation SEO. Là, on va sur la requête. Et avec le plugin TOT, on va analyser les premiers résultats. Et là, en fait, les 100 premiers résultats. C'est pour ça que j'ai une très très longue serre. Et derrière, je vais sur Pilotine. Je sélectionne l'intro. Et on va tester le texte. Et là, quand on reclique, aïe, le score, a priori, il n'est pas suffisamment élevé, probablement parce qu'on n'a pas suffisamment le mot formation. Aïe, aïe, aïe. Par contre, si je fais... Wikipédia est très très fort dans ses intros. Par exemple, sur Viking... Je suis en train de regarder la nouvelle série Valhalla, là, du coup. La série Viking. Alors là, si on prend cette intro-là, on va refaire l'analyse et on va voir ce que ça donne quand on fait le test. Donc, Viking, on regarde la serre, on l'analyse, les 100 premiers résultats, c'était déjà bon. J'ai une bonne connexion. Et là, on va aller chercher cette intro, est-ce qu'elle fonctionne bien? Voilà. Donc là, Google, pour le coup, comprend bien qu'on parle de Viking, parce qu'on l'a là, là, là.
Donc en gros, si je résume, avec ton outil, ça permet de valider que sur une requête cible, la page est bien positionnée. Par exemple, donc, Choucroute chez nous qui s'occupe justement de l'optimisation SEO des pages, donc, Choucroute, tu vois, on va pouvoir optimiser notre page sur la formation. Je sais qu'il aime bien ton outil. Ça permet, voilà, quand tu dis: «En ce moment, je veux, optimiser tel mot-clé sur mon site, je veux avoir une stratégie où vraiment je veux me placer premier sur, telle et telle requête», tu prends ta page cible, celle que tu as le plus optimisée, tu la passes à travers la moulinette de ton outil et ça te dit à quel point elle est bonne ou pas pour ce mot-clé-là, c'est ça? Ça te facilite en gros le taf. Alors là, on est vraiment que sur l'intro. Après, là, tu vois, si j'analyse toute la page dans son intégralité, j'ai pas sélectionné qu'une partie, on Ouais. voit qu'effectivement, il manque quand même quelques mots, type OK. optimiser, décomposer, marketing, search engine, etc., etc. Mais là, on est vraiment que sur l'intro pour l'instant. Pour l'instant, on s'est assuré que Google, bah, en l'occurrence, ne comprenait pas tout à fait de quoi Mmh. parlait la page. Il a compris que ça parlait de SEO, mais pas d'une formation. Donc déjà là, peut-être on peut l'améliorer. Typiquement, en mettant les mots distanciel, etc., programme, là, a priori, ça peut plus axer sur Mmh. l'apprentissage. OK. Alors, ça, c'est clair sur ce point? Ouais, ouais, nickel. Je sais pas Donc, si une tout le fois monde a qu'on a compris, n'hésitez pas à poser des questions, hein, si ouais, vous avez ouais, des c'est ça. questions, En plus, je parle terriblement vite. si vous voulez Euh, qu'il aille moins vite, vous dites aussi. Si besoin, et j'ai mis la vidéo récap de ce que je viens de faire pour ceux qui re-regardent plus tard ou qui ont juste accès aux slides. Si tu me relances pas, c'est bon. A priori, Ah c'est ouais, bon. ouais, non, vas-y, tu peux y aller. Alors, ensuite, donc là, on a trouvé des idées. On a écrit un texte et on a validé que notre introduction, elle avait besoin d'un petit coup de neuf, même si elle était quand même correcte. Une fois qu'on a l'introduction, un blog, on est bien d'accord qu'il y a plein de contenu et il y a un gros enjeu sur comment bien mailler ensemble ces articles. Donc, comment faire des liens entre les articles de notre blog. Exactement, le maillage interne. Voilà. C'est assez connu que l'encre sur laquelle, donc le mot ou les mots sur lesquels on clique, l'encre de lien, ça a une importance assez capitale sur la puissance qui est envoyée à la page qui reçoit le lien. Il y a quelque chose qui est un peu moins connu, qui a été mis en évidence par Christian Méline, qui est que la contextualisation du lien, donc les 15 mots d'avant et les 15 mots d'après, sont aussi très importants pour bien que le robot comprenne de quoi parle la page qui vient derrière. Mmh. C'est vrai qu'avant, il y avait pas mal d'abus où on essayait de faire beaucoup, beaucoup de liens. Par exemple, tous les liens, on les appelait, formation SEO, on le mettait de partout, alors que, comme tu te dis, Ouais, faut donner un contexte autour de ça. c'est ça. Donc là, et en fait, sur cet exemple, là, si tu vois cette page, énergie solaire, tu sais que ça va parler d'énergie solaire, mais alors, par quel axe? Qu'est-ce que c'est? Les avantages, les inconvénients? Est-ce que c'est rentable? Etc., etc. J'ai donné deux, trois exemples, mais il y en a des centaines d'autres. Alors que si on regarde, si on a ces autres mots-là dans le paragraphe, là, tu sais qu'a priori, on va parler d'énergie solaire dans le cadre du photovoltaïque. Et donc ça, pour le faire, c'est simple. Donc typiquement, est-ce que tu as un lien dans ta page? Ou attends, je vais aller sur le blog. OK, un lien sur Pilotine, là. Ouais, alors Pilotine, pas très concurrentiel pour vous. Non, Où est-ce que je peux trouver votre blog? elle est dans ressources. Ok, je prends pif. Là, tu vas être sur les trucs web design, ouais. Alors, est-ce Est-ce qu'on qu'on a... met des liens sur les trucs web design? Parce que là, c'est surtout de l'inspiration et tout. Là, on est plus sur du contenu qu'on a voulu intéressant. Très Ah ouais, là, bien. il y en a un. Tu sais, j'en ai vu un Ah, au-dessus. où Bah, par ça? exemple, tu as les marins pilotines, là, je vois. Mais pareil, ça va être, dans le contexte, Est-ce que tu il y a juste sais... marin, là. Bah, tape, si tu veux, tape, cahier des charges, pilotine dans Google et on va arriver sur un article, qui va être pas trop mal. Cahier des charges, pilotine. ok. Voilà, par exemple celui-là. Allez-y, posez quelques petites questions. Si vous voulez, on va faire une petite salve de questions en lien avec cette première partie, vu qu'après, on va partir sur d'autres bonnes pratiques, si vous voulez, que je poserai juste après Apple. Ok, donc là, par exemple, je vois ton lien vers dictionnaire WordPress. Ouais. Donc, en fait, il faut qu'on s'assure que dans la phrase d'avant,
qui commence là, et la phrase d'après, là, lier des termes qui soient reliés au mot-clé dictionnaire WordPress. Donc comment on fait ça? Simplement, tu prends le mot-clé que tu veux viser ici, en l'occurrence dictionnaire WordPress. Bon, là, l'article est un peu vieux, et d'après ce que j'ai vu, ça a l'air d'être pas ouf. Donc normalement, on devrait voir que c'est pas ouf. On refait l'analyse. Donc on tape, on s'assure qu'il y ait bien 100 résultats. On appuie sur Tot, c'est aller analyser les 100 premiers résultats. Et où est mon onglet? Ici. Donc là, on va reprendre la phrase d'avant, la phrase d'après. Et qu'est-ce que ça nous dit? On voit que tu es franchement peu optimisé sur ce terme-là. Peut-être parce que tu as client, cahier des charges et création. Ouais, ouais. Mais c'est pas incroyable. Il n'y a même pas le terme WordPress dans les mots avant-après. Mais ça, je pense que c'est juste que en fait, ça, c'est pas un lien, le lien est un peu compliqué. Mais comment tu peux améliorer la contextualisation de ton lien? Et ben, en rajoutant WordPress, web, traduction, plugin, etc., etc., dans ces petites phrases d'avant et d'après. L'idéal, c'est d'atteindre entre 20 et 40%. C'est déjà une très grosse optimisation sur ce genre de manip. Donc voilà, ça c'est une technique simple, mais franchement efficace. Je l'ai fait sur pas mal de blogs, avec des résultats assez conséquents sur des mots-clés assez intéressants. Ouais, ou là, c'est juste que le lien est mal pensé, en fait. Il faudrait mettre un autre lien qui envoie vers un autre contenu qui est plus en lien avec le contenu qui parle de cahier des charges et ainsi de suite. Ouais, c'est ça. Ok. Là, en l'occurrence, t'es sûr. Donc, Code couleur, Tot bien utile en tout cas pour analyser tout ça, ouais. Bah, moi, pour le coup, je m'en sers tous les jours sur mes analyses et tout. Alors, j'ai une petite question. Est-ce que c'est un outil similaire au SEO Writing Assistant de SEMrush, mais en version gratuite? Alors, j'avoue que j'ai pas testé leur outil, donc je saurais pas trop dire. Ce que je peux confirmer, c'est que c'est gratuit, mais après, je sais pas. Je sais pas. Ok. Mais je sais qu'il y a pas mal d'outils qui le proposent. Je sais que, enfin, des petites extensions comme ça pour la sémantique. Ouais. Autre petite question en lien avec le sujet d'avant, de Clément, Ouais. c'est parfois dans les PAA, les People Also Ask, là, les demandes complémentaires, tu as des questions avec des volumes de 0 dans SEMrush ou Keyword Planner et demande est-ce que ça vaut le coup quand même de se positionner sur les trucs où il y a 0 recherche? En fait, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que SEMrush, Ahref ou n'importe quel autre, ça reste des estimations qui sont tirées elles-mêmes d'estimations de Google Ads, dans la très grande majorité. Donc, c'est pas parce que ces outils-là affichent 0 qu'il y a effectivement 0. C'est peut-être simplement que le volume est trop cher, trop faible. Et peut-être que la question en elle-même, qu'est-ce qu'une stratégie SEO, est peu recherchée, ce qui me semblerait peu probable, mais juste le terme stratégie SEO, pour être exhaustif là-dessus, de toute façon, il faudra parler de qu'est-ce que c'est. Donc ça a du sens en fait de faire un article dessus. Si Google le propose, c'est que les montagnes de data qu'il a lui laissent à penser que c'est une question qui est pertinente pour les utilisateurs. Donc, basons-nous sur Google, ils ont beaucoup plus de data que notre petit cerveau, accessible et actionnable, on va dire. Donc, s'ils le mettent, je considère que c'est intéressant. Évidemment, il ne faut pas rester juste un clic-bouton et faire ça bêtement, mais si elle est pertinente, on la met, même si les volumes de recherche sembleraient indiquer qu'il y ait peu de recherche. Parfait. Allez go, on peut passer à la suite. Merci pour vos questions. Alors, là, si on résume, on a des idées de contenu, on a une bonne intro, on a un bon maillage interne entre nos différents articles de blog. Simplement, ça ne sert à rien s'ils ne sont pas cliqués. Juste mini point de vocabulaire sur méta-description et méta-titre, méta-title. Là, le gros lien en bleu ou en violet, c'est une méta-title. Et là, c'est la méta-description. Alors, petit point, c'est que cette méta-title, elle est terriblement importante pour les SEO. C'est une des balises qui a le plus de poids, si ce n'est celle qui a le plus de poids sur une page. À l'inverse, la méta-description a pas de poids sur le SEO directement, sur l'analyse de la page. Par contre, évidemment, elle va influencer le taux de clic. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'elle n'a pas de poids direct sur le référencement d'une page qu'il ne faut pas la soigner. Là, le but, ça va du coup pas être de bourriner un mot-clé, mais vraiment d'avoir un copywriting fin et intéressant, sexy, pour qu'on ait envie de cliquer dessus. Donc, comment on va optimiser tout ça? Donc, si je dois juste redire avec peut-être d'autres mots, c'est que le méta-titre, effectivement, là, il faut mettre les bons mots-clés, parce que Google va vraiment le prendre en compte. Par contre, la description, il faut juste être putaclic. Il faut vendre du rêve pour que les gens cliquent dessus pour qu'ils aillent sur votre site, quoi.
c'est ça? Ouais. Après, attention avec vendre du rêve, ce qui est terrible pour une page, c'est quelqu'un qui va cliquer. En 2 minutes, il voit que justement c'était un titre putaclic et que tu vends pas du tout ce que tu proposais à la base, et qui retourne sur la SERP. Ça, en termes de comportement utilisateur, c'est terrible. Le meilleur exemple de ça, c'était sur l'avortement. Et il y a quelques années, il y a le ministère de la Santé qui a perdu une position sur le mot-clé avortement. Et du coup, plein de bonne volonté, le ou la ministre de l'époque a mis un message sur les réseaux sociaux, venez nous aider à remonter le site, tapez avortement et cliquez sur le site. Les gens étaient pleins de bonne volonté aussi, du coup ils ont fait ça, ils sont allés sur le site, et leur bonne action étant terminée, ils sont repartis. Et du coup, Google a vu des énormes quantités de personnes qui ont tapé avortement, qui sont allées sur le site et qui sont immédiatement repartis. Et le site qui était deuxième, je crois qu'il est passé neuvième en l'espace de quelques heures. Ah, c'est fou ça. Ça, je connaissais pas l'histoire. C'est intéressant. Mais ça, dès que vous avez une audience un peu forte, vous pouvez faire les tests. Dans mes cours, dès que j'ai des classes dans des amphis ou quoi, je leur donne un mot-clé sur un site. Je leur dis de cliquer sur la 40e. Et juste le fait que tous les gens dans la salle, donc on est parfois entre 40 et 100, le fassent, et bah, ça prend 20, 15 places. Ça ne fait pas gagner, c'est pas très très durable, si derrière les comportements ne continuent pas dans ce sens-là. Par contre, voilà, les résultats, ils sont quand même assez visibles et rapidement. Putain, pas con, j'avais pas pensé à mettre à contribution tous les étudiants à qui on donne des cours pour nous faire remonter sur Google. Ah là, c'est très, très bon tuyau. Je prends ce tuyau, j'ai un cours cet après-midi, là, nickel, on va remonter en première position. Merci. Ça marche pas toujours. Par exemple, quand ils sont tous sur la même Wi-Fi, j'ai Ah constaté. ouais, il y a que là, il faut leur dire d'abord de faire partage de co et tout. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Ouais. Ouais, c'est marrant. J'ai fait pas mal de tests comme ça. Je les faisais aller avec leur téléphone. Du coup, ils étaient tous différents. Et d'aller naviguer ensuite sur le site. Donc, on mettait 2 minutes sur une page pour tout le monde, 3 minutes sur l'autre. On voyait les résultats ensemble. C'était assez cool. Alors, pour avoir ces très bons titres et méta-descriptions, on va se baser sur, encore une fois, ce que Google nous donne. Donc, eux, ils ont un intérêt. Quand est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Quand les gens cliquent sur leurs ads. Donc, toute l'énergie de Google, et particulièrement en ce moment, elle est mise vraiment sur les ads pour aller booster cette machine-là. Donc, ce qu'on va faire, par exemple sur formation SEO, c'est drôle que tu aies donné ce mot-clé-là, quand on le tape, on peut commencer par aller regarder les ads et voir ce que Google met en avant pour nous inciter à cliquer. Parce que eux, en fait, finalement, ils n'ont pas tant d'intérêt que ça à ce qu'on clique sur les résultats organiques. Ce qu'ils veulent avant tout, et c'est pour ça que c'est gros, c'est qu'on clique sur les ads. Et pour nous convaincre, apparemment, leur algo a décidé que le plus logique, c'était éligible CPF Pôle emploi, 100% finançable, technique et optimisation, certification, enfin plutôt des preuves. Et où est-ce que c'est les modalités, on va dire. Les fameuses réassurances, quoi. Voilà. Donc, a priori, sur ce terme de formation SEO, moi, j'essayerais de caler ces mots-clés-là dans mes titles et ma méta-description. En faisant un truc évidemment correct, il ne faut pas tout bourrer dedans, mais ça semble être les mots qui sont le plus pertinents. Ensuite, on peut aussi aller voir, et c'est indispensable, d'aller voir les résultats organiques. Parce qu'après les ads, eux, ils sont quand même remontés, ils ont passé l'énorme concurrence sur ce mot-clé pour aller se positionner, donc il y a des choses à apprendre de leur méthode, de leur page. Donc visiblement, devenir autonome en référencement naturel, première position, maîtriser, formation en ligne, tout ça, c'est des concepts, des notions qu'il va falloir mettre en avant. Peut-être dans votre intro ou directement dans vos titles. Voilà, ça, très bonne technique, franchement, sur construire ces titres comme ça, plutôt que de partir à l'inconnu, autant se baser sur, encore une fois, la montagne de data qu'a Google et qui nous met à disposition gratuitement. Ouais, petite question pour toi. Quel poids tu donnes entre quelle priorité de poids tu donnes entre le titre et l'intro et après le contenu qu'il y a dans ton article de blog? En termes de pondération au niveau Ouais, de c'est ça. l'impact, Ouais. c'est compliqué à dire et la réponse universelle, ça va être que ça dépend. Mais si je dois imaginer un truc un peu général, le contenu globalement, dans ma méthode, je considère que c'est à peu près 70-80% du référencement de la page. OK, donc plutôt élevé, quoi. Ouais, plutôt élevé. La title, peut-être 10%. Et l'intro, ça va venir dans le contenu, ça va peut-être faire 5 ou D'accord. 5-10%. Ce qui Ouais, est sûr, c'est que les mots en début de page ont plus de poids que les mots en fin de page. ouais, Et ça, il y a ouais. pas mal d'études qui ont été faites par des grosses boîtes type Href, etc., qui montrent que les mots-clés dans les H2 ou dans les titres
en début de page, la page en question se positionnait beaucoup mieux sur les mots-clés qui étaient présents dans les H2 en haut de page que sur ceux en bas de page. Donc, et l'intro était en haut. Nous, on a changé le site de Pilotine il y a quelques mois maintenant, et c'est vrai que dans les années d'avant, on a eu tendance à vraiment maltraiter les intros, voire à s'en foutre complètement, et maltraiter le maillage interne. Donc c'est vrai que maintenant, on est en train de travailler à fond là-dessus pour nos propres besoins, pour les positionnements de Pilotine, mais c'est très important effectivement de bien traiter les intros, quoi. Ouais, sur le maillage interne, si tu veux, je bosse sur un outil là en ce moment qui va venir analyser tout le site et qui va te proposer un plan sous forme de tableau Excel en disant cette page-là, elle doit faire un lien vers celle-là, et sur cette page-là, tu dois retirer ce lien pour que tu aies le meilleur maillage interne possible et automatisé à grande échelle. Donc là, pour l'instant, j'ai fait des tests sur mes propres sites, mais si ça marche bien, je mettrai l'outil à dispo et je te ferai tester. Il est trop fort. Mettez dans le chat tous ceux qui sont intéressés pour avoir en exclusivité mondiale l'outil de Paul pour le maillage interne. Dites-le dans le chat, sinon vous ne l'aurez pas. Allez, vas-y, je te laisse continuer. Je fais ma pub. Alors. Maintenant, là, on a surtout parlé de contenu. Bon, on a fait pas mal d'impasses pour pouvoir vous présenter des généralités qui sont souvent oubliées. Mais le contenu, c'est pas que du texte. Il y a des requêtes où il faut ou 500 mots, c'est largement suffisant. Il faut plutôt des images, etc., etc. Et il y a des requêtes sur lesquelles c'est plutôt des outils qui vont se mettre en avant. Et c'est un truc auquel on ne pense pas forcément. Mais j'ai plusieurs études de cas, là, je vais vous en présenter une parmi d'autres, où les outils, ça a énormément d'avantages. Donc typiquement, on a ranké un site il n'y a pas longtemps, ça commence à dater un peu, sur test dyslexie, test de la dyslexie. J'ai pris ce screen hier. Ça a l'air d'être francedyslexie.com. Ouais, France Dyslexie. Ce qu'on a vu, c'était, en fait, on a créé la page avec une tartine de texte sur les tests de la dyslexie, pourquoi c'était intéressant, blablabla. Ça ne voulait pas ranker, mais du tout. Je crois que voilà, j'ai mis les trucs, on a stagné là pendant longtemps, ça ne voulait pas augmenter. Du coup, ce qu'on a fait, simplement, on a regardé la SERP, et quand tu tapes test de dyslexie, sur les 10 premiers résultats, je ne sais plus combien on avait trouvé, mais peut-être 8 outils ou 9 outils sur les 10 premiers. Donc on s'est dit, là, c'est pas possible, si on veut ranker, il nous faut un outil. Du coup, j'ai développé un petit test en ligne, et directement, on a eu des résultats mais phénoménaux. Là, on a fait ça cet été, et directement, pouf, on est passé, et là, on stagne en premier ou deuxième depuis là. Et ça, du coup, on s'est penché sur les questions. Et en fait, les outils, il y a des milliers de façons d'en penser pour des contenus, sur des mots-clés. Et il y a beaucoup d'avantages. Premièrement, les utilisateurs, ils vont rester plus longtemps sur la page, ils vont cliquer, ils vont avoir des interactions. Deuxièmement, donc ça, c'est des très bons signaux pour Google. Un utilisateur qui interagit avec votre page, a priori, c'est que du bonus. S'il n'était pas content, il serait reparti. En plus, vous allez collecter plein d'informations pour pouvoir le réaiguiller vers du bon contenu, le faire naviguer sur votre site, etc. Donc, ce qu'on a fait avec le test de la dyslexie, par exemple, vu qu'il a des réponses, chaque personne a des réponses un peu particulières, et derrière, on le réoriente vers des contenus qui semblent pertinents d'après ce qu'il a répondu. Troisièmement plutôt, vous montrer que vous y connaissez. C'est quand même vachement plus pratique que de se taper 3000 mots sur la dyslexie. Et on a récolté pas mal de backlinks grâce à ça. Parce que c'est des outils pratiques que les gens ont parfois la flemme de développer eux-mêmes. Du coup, ils font un lien directement. J'avoue que ça, les outils, les calculateurs, les tests de personnalité, les livres blancs, tout le bordel, en gros, les ressources à télécharger ou à utiliser, ça, c'est vraiment top et ça crée effectivement beaucoup d'engagement et de la collecte d'infos. Donc, il faut vraiment beaucoup miser là-dessus. Mais ça demande du temps, mais comme tu le dis, par contre, ce temps, il est largement rentabilisé derrière, quoi. Et ça apporte vraiment de la valeur à vos visiteurs, donc ils vous seront redevables derrière. Donc, je pense que c'est vraiment une très bonne stratégie. Comme organiser un webinaire, par exemple. C'est une bonne stratégie aussi. Et puis, il y a pas mal de contenu. C'est pas obligé d'avoir déjà que des outils sur la SERP pour y penser. On a fait des tests sur. Alors, j'ai pas du tout suivi les résultats, mais c'est par exemple comment on voit un dyslexique. Merde. Comment on voit. Donc là, cette page-là, c'est un domaine qui est relativement neuf, qui a peu de puissance, qui a peu de backlink parce que le SEO n'a pas du tout été travaillé.
Mais par contre, ce qu'on a essayé, c'était de mettre directement un outil. Et le comportement utilisateur, à mon avis, a fait qu'il rank aussi vite sur une requête qui était quand même pas mal recherchée. C'était quoi? Ah oui, c'était ça que j'ai fait. Tac. Donc là, quand on clique, ça bouge, ça inverse les lettres, ça change l'écartement, etc., etc. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui utilisent ça pour voir comment ça fait. Ce qui est beaucoup plus parlant que d'aller lire des tartines de texte sur comment voir un dyslexique, est-ce que c'est vrai qu'ils inversent les mots, qu'ils inversent les lettres, etc., etc. Et donc là, il n'y avait pas d'outil pour ça. Mais quand on a mis un outil, hop, c'est remonté. Ah ouais, surtout, en fait, les gens, ils restent vachement plus longtemps sur la page. En fait, on a la même stratégie et c'est la même stratégie, par exemple, avec LinkedIn. Je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un truc qui s'appelle le dwell time sur LinkedIn. C'est-à-dire, plus les gens restent longtemps sur votre post pour regarder les commentaires, tout ça, plus il va ranker sur LinkedIn et il donnera de la visibilité. C'est un peu le même système sur votre site, hein. Plus ils restent longtemps sur la page, plus ils consultent d'autres contenus, plus ce sera de bons indicateurs aussi. Donc en les faisant jouer un petit peu et en ayant une expérience un peu plus longue et intéressante, c'est sûr que ça peut que aider, quoi. C'est ça. Donc là, en termes de métriques, parce que du coup, on est allé se pencher un peu sur pourquoi ça marchait aussi bien. Et on a vu que les taux de rebond sur les 30 derniers jours, là, c'est un peu faussé parce qu'il y a toute cette partie-là où c'était pas un outil sur la page, donc le taux de rebond était excessivement élevé. Mais aujourd'hui, même s'il y a toute cette partie-là qui fausse, on est à 9%. Enfin, non. Maintenant, aujourd'hui, on est à plutôt 9% de taux de rebond et quasiment 6 minutes sur la page, ce qui est franchement élevé. C'est très propre. C'est très propre. Alors, là, on a parlé contenu, on a parlé intro, etc. Je vais quand même vous parler un petit peu de backlink avec des méthodes un peu originales, on va dire, pour trouver des backlinks. Parce que, mine de rien, il y a des thématiques où sans backlink, ça va être très compliqué. Un backlink, on dit qu'un lien est un lien, parce que même un mauvais lien, ça serait pas mauvais a priori, parce que Google les ignore. On va quand même essayer de garder du lien propre, tout en gardant du lien gratuit. On va voir. Première étape, enfin première idée, c'est cette petite commande dans Google. Je l'avais partagée sur LinkedIn, donc il y en a peut-être certains qui l'ont déjà vu. Je vais essayer de la remettre dans le chat. Toujours aussi efficace. C'est PHPB Limited, URL vue topic et le mot-clé visé derrière. Et ça, en fait, ce que ça nous permet de faire, c'est de trouver des forums où derrière, a priori, du coup, vous pouvez répondre, vous pouvez glisser un lien sur votre thématique, sur formation SEO. Ça, l'avantage, c'est que les forums, c'est ancien, ça a souvent hérité d'une bonne autorité, quand c'est pas spammé, évidemment, et a priori, c'est quand même bien thématisé, c'est sur la formation SEO. Donc là, j'en prends au pif, hop. Voilà, donc là, on a un forum. Est-ce qu'on peut répondre? Visiblement, on peut mettre des liens. Et a priori, j'ai l'air de pouvoir répondre. Peut-être me créer un compte. Bon, je ne vais pas le faire pour la démo, on va pas aller jusqu'à là, mais voilà, c'est une technique assez simple pour trouver plein de forums thématisés. Voilà. Les forums, faut pas en abuser, mais a priori, tu as quand même 35 spots potentiels. Dans tes retours, c'est encore bien pris en compte parce que là, on est d'accord que c'est des liens quand même un peu plus trifouillés, quoi, comme quand tu prends Ouais, ouais. les annuaires un peu classiques, tout ça. Par rapport aux annuaires merdiques, on va dire, là, on est sur une situation intermédiaire qui est pas trop mal pour du backlink. L'avantage par rapport aux annuaires, qui sont juste des fermes à liens, donc en fait, toute la puissance qui est stockée dans les annuaires, en fait, elle est complètement éclatée sur les milliers de liens qui sortent. L'avantage des forums, c'est que souvent, et il en existe encore pas mal, j'ai mon lapin qui mange les pieds, il en existe encore pas mal qui ont simplement très très peu de liens en interne, vers l'extérieur. Et du coup, ils ont encore de la puissance qui demande qu'à être diffusée vers le OK. site. Donc c'est quand même plus quali. Et là, ceux-là de forum, là, ils sont en do-follow les liens? Parce qu'il y avait des questions là. Est-ce que c'est pas en no-follow? Parce que c'est vrai que la majorité, ils ont un peu verrouillé. Mais Il faut vérifier. C'est l'inconvénient de faire les techniques gratuites, c'est qu'il faut vérifier. Toc, toc, toc. certains forums ont verrouillé, d'autres pas, quoi. Ouais. Bon, là, il n'y a pas de. En général, plus ils sont vieux, moins ils sont verrouillés, je pense. Ouais, je pense que c'est. Genre là, Faudrait Amateur vérifier. Brassage, il a l'air d'avoir fait son temps. Ouais. Ce qui est pas mal pour vérifier ça, c'est ce petit plugin. Alors, où est-ce qu'il est? Celui-là. Il va vous afficher automatiquement tous les liens en nofollow sur une page. Donc, vous verrez s'il semble utiliser des liens en nofollow ou pas. J'en prends un pif, ça se trouve, il y a du.
Bon, a priori, c'était pas forcément un super exemple parce que je mettrais pas un lien vers du SEO depuis un forum de brassage, hein. Non. Mais voilà, Surtout pour une formation SEO, ouais, mais on a compris l'idée. Ça, c'est une technique gratuite, rapide. Sur certains secteurs, il y a sûrement plein de débouchés. Sur d'autres, il n'y aura peut-être pas grand-chose à faire, mais autant garder ouais. cette technique de côté, quoi. Mais bon, vous voyez que si vous êtes dans la bière, a priori, ce forum a pas l'air d'avoir de lien en nofollow. Donc, Ah, petite question là sur les nofollow, follow. Antoine nous dit, il semblerait que Google en a plus rien à faire des follow, nofollow, truc follow, machin bidule. Un faux ou un tox? euh, s'ils le disent par défaut, je le prendrai avec des pincettes. Ce qui est sûr, c'est que il y aurait peu de sens à le prendre en compte comme un lien do follow. Parce que ça a été mis en place pour une raison tout à fait legit, qui était que les forums, les blogs où on peut commenter, etc., se faisaient spammer. Donc on a dit, vous mettez en nofollow et Google va a priori les ignorer. Je ne sais pas comment ils font aujourd'hui. A priori, je pense en fait que derrière, ce qu'ils voulaient dire, c'est qu'on est capable d'ignorer les liens quand on les juge pas pertinents, qu'ils soient en nofollow ou en dofollow. Du coup, ça ne veut pas dire que le nofollow n'est pas pris en compte. C'est comme ça que je l'interprète. Honnêtement, je ne me suis pas vraiment penché sur la question parce que par habitude, je privilégie les liens en dofollow Ok. parce que de base, des liens en nofollow, ils sont souvent pas pertinents de toute façon. Enfin, Ok, pour la petite explication, pour ceux qui ne connaissent pas forcément tout ça, donc à la base, les liens, c'était juste un lien. Et à un bout d'un moment, Google s'est dit, oh là, il y en a, ils sont en train d'abuser, ils en mettent de partout, tout ça. Donc, on va pouvoir préciser si le robot de Google peut suivre ce lien et le prendre en compte pour faire remonter dans les moteurs de recherche, ou si on s'en fout. Donc, c'était le fameux do follow, ça veut dire en gros, tu as le droit de suivre le lien, le robot, et le no follow, c'est en gros, tu n'as pas le droit de suivre le lien. Donc, il y en a pas mal qui n'ont jamais fait ça. Par exemple, quand nous, on crée un site pour une marque B2B, on ne fait pas la distinction. On met tout en follow, parce qu'en général, on s'en fiche. Donc, c'est-à-dire qu'on n'indique rien. Sauf que sur les gros médias, sur les forums et sur tous ces éléments-là, on fait un peu plus le tri, parce que le fait de faire beaucoup de liens vers l'extérieur en follow, imaginons, bah, ça peut aussi pénaliser le site lui-même. Donc, c'est pour ça que tout ça a été mis en place. Mais bon, maintenant, les gens font tellement tout et n'importe quoi avec ces trucs. Des fois, en fait, Google met en place des règles, puis la règle elle est tellement abusée derrière et les gens font tellement n'importe quoi qu'au bout d'un moment, ils ne le prennent même plus en compte. Comme à un moment, on avait une balise aussi, on pouvait indiquer des mots-clés sur une ouais. page. On avait les méta keywords, là, on pouvait indiquer une palanquée de mots-clés sur une page pour dire à Google, ça parle de ça. Sauf que les gens avaient forcément abusé, ils avaient mis des milliers de mots-clés à l'intérieur de ça. Donc, au bout d'un moment, il s'est dit, bon, bah, je ne le prends plus en compte. Donc, je pense de plus en plus, effectivement, ils vont avoir des méthodes automatisées pour prendre en compte ou pas le lien. Et puis, l'indication manuelle de la personne, ils vont un petit peu, ils vont s'en passer, quoi. Ouais. Ce qui est déjà pas mal en place aujourd'hui, hein. Outre do follow, no follow, ils arrivent vraiment plutôt bien à faire la distinction entre un lien qui est legit ou pas. Ouais. Bon, il y Et en a qui petit, confirment, là, hein. Mathieu nous dit le nofollow, le transfert aucune puissance. Ah non, il va tout suivre maintenant. Bon, enfin bon. Il y a tous les avis, quoi. petit point sur le nofollow à l'époque où, a priori, il était bien pris en compte par Google, c'est que même si ça n'envoyait pas de puissance, ça ne la faisait pas partir de la page, hein. Le robot quittait la page et simplement prenait une autre sur Internet. Donc, faire un lien en nofollow vers une autre page, ça ne veut pas dire que vous conservez votre puissance sur la page qui a un lien en nofollow. Ça veut juste dire que Google ne va pas le suivre. Ça ne veut pas dire que la puissance ne part pas. Mm. Donc, ça a vraiment peu d'intérêt de le mettre, sauf pour éviter les spams. Yes. Autre technique pour aller chercher des backlinks. Donc, imagine pour vous, sur formation SEO, je crois que j'ai mis Live Mentor là dans mon exemple. Ah non, j'ai mis Piloting, très bien. Et bon, si on met Piloting, imagine, je suis un concurrent de Piloting, je vais aller trouver des backlinks. Donc là, Paul est sur SEMrush, qui est un outil qui permet d'analyser un petit peu les sites, ça leur donne des notes, tout ça. Je vous ai mis un lien aussi, si vous voulez le tester. Il y a une Donc, version gratos de 7 jours, je crois. ouais, c'est ça. Mais je crois que c'est le seul outil payant dont je parle parce qu'ils sont quand même sacrément pratiques. Ouais, il est costaud cet outil. Donc là, je suis sur Piloting. Et si, imaginons que je suis un concurrent dans la formation SEO, et ben simplement, je peux aller voir vos backlinks, voir les backlinks actifs en follow, et je peux trier. Donc, je peux trouver des forums. Donc là, je vois que j'ai trois forums qui vous font des liens. Donc, a priori, et des Que liens je en ne connais pas d'ailleurs. Poteau carré, forum, je sais pas ce que c'est ce truc. Mais a priori, voilà, ça peut être des spots sur lesquels je peux m'appuyer parce que vous êtes dans le SEO et si j'ai envie de me positionner sur le SEO, vous semblez avoir ces liens, ça peut être pertinent. Il faut toujours faire le tri, hein, avec son cerveau, mais voilà, ça peut me donner des idées. Si je mets annuaire, je peux peut-être trouver aussi des gens enfin des annuaires qui vous auraient référencé. Donc là, apparemment, je peux peut-être aller m'inscrire sur ces annuaires aussi.
Donc là, j'ai 30 idées. Et ça, c'est juste un concurrent. Enfin, des concurrents dans l'information SEO, il y en a pléthore. Tu fais ça sur 5 personnes, c'est bon, tu as des spots pour l'année. Après, c'est des spots pas forcément propres, hein, mais il faut garder 10-15% de ces spots-là. Le reste, faire des belles choses. Et d'ailleurs, pour les belles choses, blog, là, on peut trouver, par exemple, plein de sites qui potentiellement peuvent faire des articles invités. Plutôt que d'aller les acheter super cher sur des plateformes, à proposer des partenariats avec Digital League, avec Blog du Web Design, des choses comme ça. Bah, ça va faire l'analyse des concurrents, ça peut nous donner vraiment plein d'indications et nous faire gagner du temps. Parce que ça se trouve, je sais pas, hein, mais ça se trouve, Pilotine a acheté un lien sur Blog du Web Design, et ben moi, en allant contacter le gars ou la femme qui est derrière le site, bah, je peux négocier un article et Oh voir là, l'échanger. je suis démasqué. Donc voilà, ça Parce que- c'est pratique. Évidemment, ça demande du temps, mais en SEO, c'est comme tout. Hein, enfin, il y a trois choses, c'est du temps, de l'argent, des connaissances. Il en faut deux sur les trois, sinon ça ne marchera pas. Et je pense que c'est pareil sur pas mal de canaux d'acquisition. Tu peux compenser ton manque d'argent en passant du temps, aller contacter les webmasters, etc. Ou bien payer sur les plateformes et faire leur beurre. Bah, j'ai fait le tour et je crois que j'ai Yes. beaucoup. Ça fait Excellente pratique en tout cas, celle-ci, on le fait aussi régulièrement quand on accompagne sur les parties SEO, effectivement. Donc SEMrush reste un outil vraiment intéressant, voire nous incontournable, on l'utilise tous les jours, parce qu'il permet de faire très rapidement des audits, il permet de voir les opportunités, de mots-clés, tout ça. Après, là, quand on va voir les backlinks des autres, bah, souvent, et comme tu l'as dit, hein, il y en a peut-être 80% qui sont impossibles parce que ça va être les clients de la boîte, ça va être les partenaires, ça va être son cousin, son frère, j'en sais rien. Mais du coup, en mode, c'est impossible d'avoir un lien. Et là-dedans, on va avoir quand même 20% de sites sur lesquels on peut aller nous aussi mettre notre propre lien, tisser un partenariat, payer un article sponsorisé ou non. Donc effectivement, ça aide pas mal. Mais SEMrush, je le recommande aussi. En tout cas, ce qui est cool, et merci beaucoup, Paul, pour ton intervention, c'est que là, vous avez toute une batterie de, en fait, bonnes pratiques. À chaque fois, il a montré un outil, mais l'outil, ça aide juste à aller un peu plus vite. Et ce qui est cool, c'est que c'était majoritairement des outils gratuits. Donc, vous pouvez utiliser Tot SEO, qui est l'outil de Paul. Prochainement, il y aura l'outil sur les backlinks. Donc, on a noté tous les gens qui étaient intéressés. Si vous regardez en replay, si vous regardez en replay, par exemple, le replay qui sera sur YouTube, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires aussi ceux qui sont intéressés. Je filerai la liste à Paul. Comme ça, dès que son outil sera dispo, il vous enverra un petit mail avec toutes les infos. Donc, n'hésitez pas à faire savoir si vous êtes intéressé. Pour les outils type SEMrush, etc., si vous en avez une utilisation vraiment faible, c'est Super pas, en faible. c'était pas très très bien enfin c'est pas très bien de le dire, mais ça c'est dans le milieu du SEO, du coup il n'y a pas de raison que ceux qui ne soient pas le sachent pas, mais il y a plein de ce qu'on appelle les group buy. Donc c'est des gens qui achètent un gros abonnement et vendent un accès à 10-15 $ au lieu de 90, mais à plein de personnes. Ok, je connaissais pas ça. Il y a ça pour plein de gros outils type Majestic, Ahref, SEMrush, auxquels tu peux tout avoir accès à tous ces outils pour 15 $ au lieu de 800 si tu fais le cumul de tout. Ouais. Donc, Bon, après, il y a un peu de système de confiance. Je sais que nous, on partage notre accès avec une boîte qui était dans la holding qu'on avait. ouais. Mais en tout cas, voilà, ceux qui sont intéressés, Paul a une licence, j'ai une licence. Donc, si vous voulez, attends, 3 $ c'est pas cher. Parce que SEMrush, quand même, quand on est plusieurs à se connecter dessus, genre 3, au bout d'un moment, ça bloque. Sauf ceux qui ont pris des maxi abonnements. Je pense qu'il y a un truc qui doit avoir utilisateur illimité où là, effectivement, vous pouvez faire ça. Mais ceux qui souhaitent partager leurs accès SEMrush ou financer celui de Paul ou le mien, si vous voulez, avec plaisir pour en discuter sur LinkedIn. Je sais même pas, j'utilise celui d'un copain. Ah bon, bah, bravo. On dira pas qui c'est du coup, pour pas qu'il se fasse griller. Donc du coup, eh bien, bah, merci beaucoup Paul. On va passer aux questions-réponses. Ok. Alors, tadadadin. Johan, quels sont les moments de ta pratique SEO où tu as besoin de te mettre en navigation privée sur ton browser? Dès que je fais des recherches pour voir où se positionnent les pages, Ouais. en fait, il y a plus. En fait, non, il y a deux moments en particulier. Si j'ai envie de savoir la position d'une page, par exemple Pilotine, ce que j'utilise souvent, c'est, il est où? Fatrank. Ce plugin est franchement génial parce que là, si je vais sur cahier des charges, création WordPress, je peux voir en combien est positionnée cette page. Mhm. Pas mal ça. Donc c'est Fatrank, c'est le plugin, hein, c'est pas sur leur site là directement. Non, non, c'est vraiment un plugin qui est gratuit.
Je vous le mets dans le chat. Hop qui là. fait gagner beaucoup de temps dès qu'on fait des réunions ou des petits audits. Hop, donc là, je vois que vous êtes 4e sur un truc neutre, donc qui n'est pas biaisé par mes précédentes recherches. Donc, ouais. Et donc là, il faut se mettre en nav privé ou même pas besoin? Fatran qui s'en fout. Non, il le fait lui, il a ses Ok, propres proxys, etc. nickel. Et par contre, je me mets en navigation privée dès que je veux, par exemple, estimer le nombre de contenus qu'il va me falloir pour un certain mot-clé. Donc, par exemple, si je fais, par exemple, cahier des charges, non, formation SEO. Hop, donc, qui ressort. Donc, Live Mentor est premier. Si j'ai envie de savoir à peu près combien d'articles il va me falloir sur la thématique du SEO pour ranker. Pour dépasser Live Mentor. Si vous voulez Ken Live Mentor, attention, il va vous dire combien d'articles il faut faire. Tac. Et hop. Ouais, ça marche pas. Qu'est-ce que tu aurais oublié? On a un title. Yes. Donc, a priori, sur Live Mentor, ils ont 43 pages qui parlent de SEO parce que c'est dans leur balise titre. Et ils sont premiers. Donc, visiblement, vraiment, c'est une règle. Enfin, c'est pas universel, hein, mais je vois qu'un site ayant pas mal de backlinks et étant premier sur formation SEO a à peu près 43 contenus sur formation SEO. Enfin, sur le SEO en général. Et si j'ai envie d'un peu plus de granularité, WordPress, 26. Allez, c'est bon. On sait ce qu'il faut créer. Choucroute a retenu, hein, on va créer tout ça, on va passer devant Live Mentor. Parfait. Merci beaucoup. Alors, autre question. Brice, comment tu fites les do-follow et no-follow? Alors, il y a un outil, enfin, avec SEMrush, on peut le savoir assez facilement. Il y a chaque fois, il dit si c'est du do-follow, no-follow. Mais est-ce que tu avais une autre astuce ou un autre outil gratos qui te permet de le faire sans SEMrush? L'extension le fait très bien, l'extension nofollow. Ok, Mais je ne sais pas s'il parle, quand on fait l'analyse des concurrents, effectivement, il y a je déjà des pense, trucs ouais. tout fait. On ne voit pas très bien, mais ici, il y a un filtre follow ou no follow. Ouais, ouais. Mais Ou... là, tu es sur SEMrush qui est l'outil payant. Bon, voilà, en gros, ça commence à devenir un peu costaud, quoi. Faut payer. Donc, Ouais. Brice, sort la CB. Clara, est-ce qu'il y a un replay pour aujourd'hui? Oui, carrément. Alexia, est-ce qu'il y a un replay? Oui. Hakim, est-ce que l'on doit se baser à 100% sur le plugin Yoast SEO sur WordPress ou est-ce qu'on doit simplement l'utiliser comme un outil qui nous aiguille? Non, trop Moi, simple. j'ai une Tu idée peux, arrêtée aussi là-dessus, mais vas-y. tu peux très très bien te référencer premier en étant tout rouge dans Yoast ou très très mal te référencer en étant tout vert. Vraiment, Yoast, ça donne des indications, ça aide surtout à optimiser ses méta, etc. Mais, mais tu fais pas du SEO quand tu optimises Yoast. Vraiment, il y a tellement d'autres choses à faire qui sont pas prises en compte par le plugin que c'est un mini indicateur. Ouais, en gros, en fait, Yoast est top pour les, on va dire, non-sachants, pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Ne pas oublier qu'il n'y a pas de titre, ne pas oublier qu'il n'y a pas de description, enfin, ne pas oublier tout ça. Mais après, si vous voulez passer au level un peu plus supérieur, même vous pouvez vous passer de ce genre d'outil, mais c'est toujours bien parce que ça permet d'éviter les bourdes. Mais par contre, pour faire un travail hyper quali, après, il faut juste développer ses connaissances là-dedans, rédiger les bons contenus, tout ça. Donc, ça fait pas tout, effectivement, Yoast ou RankMath ou tous les autres, quoi. Si jamais, ouais, c'est ça, RankMath est quand même, enfin, je le trouve personnellement un peu plus complet, un peu meilleur. Donc, pour les rares sites où j'utilise des plugins, je passe plutôt par cela, Mm. par RankMath. Brice, comment tu filtres les dofollow et nofollow? Je parlais du niveau d'une commande. Je parlais au niveau d'une commande de recherche Google. Est-ce que tu as un footprint qui permet de filtrer les dofollow? Il me semble qu'il y en avait un, mais plus maintenant. Bon, a pu. C'est- A pu, a pu. Ok. Il y a beaucoup de footprints qui marchent plus maintenant sur Google, malheureusement. Ouais. Il y en a d'autres qui ont donné des outils. Un outil sympa, gratuit pour le contenu structuré lien, alizé.info. Je ne sais pas si tu connais Ouais, cet outil. Alice est pas mal. Ok. Lisez pas mal, machin. Bon, voilà, tentez une nouvelle question. Quel est l'intérêt de rajouter une table des matières en début d'article, nous demande Madame Numérique. Alors, ça a plein de vertus. Un, niveau utilisateur, c'est quand même plus sympa. Deux, la table des matières va reprendre tes titres. Et tes titres, si tu as bien fait ton boulot, dedans, il y a pas mal de mots-clés et à peu près toutes les grandes thématiques qu'il faut pour traiter un sujet. Donc, tu vas déjà les rajouter une fois. Franchement, c'est des mots-clés gratuits. Deux, tu peux les. Des fois, je peux pas vous montrer la Search Console, mais en fait, ça va être l'URL avec l'encre de lien
généré par la table des matières qui va se référencer dans la Search Console. Donc les gens seront directement amenés à la bonne réponse sur votre page. Une autre bonne raison. Et deux, ça fait quand même si c'est des liens internes, ça reste des liens qui montrent à Google qu'il y a des... En fait, si vos titres sont sous forme de questions, ça maximise vos chances d'être dans les PA, les People Also Ask, les questions toutes faites sur Google. Voilà, c'est une petite aide. Ok, Qu'on a constaté pas mal d'ailleurs sur France Dyslexia. d'accord. Table des matières ou les foires à questions, des fois, les trucs comme ça aide, ça aide pas mal. Ok, top. Donc allez-y, si vous avez d'autres questions, vous pouvez dire. Entre-temps, petite pub pour les prochains webinaires qu'on va faire avec Pilotine. Donc, notamment, il y en a sur le sujet, dans vendredi, là, il y en a sur le sujet du RGPD et de la prospection digitale, comment bien prospecter tout en étant réglo au niveau RGPD et faire de l'acquisition de leads comme ça. Je vous ai mis le lien vers les prochains webinaires, s'il y en a d'autres qui vous intéressent. Je crois qu'il y en a d'autres sur le sujet du SEO, on en a sur le marketing automation, on en a sur pas mal de sujets cool, notamment le référencement local. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé du référencement local avec Google My Business et tous les autres annuaires locaux. Franchement, il n'y en a pas masse non plus de bonnes pratiques à savoir, mais il faut savoir les 5-6 qui vont bien et on arrive à faire un très bon boulot. Il y en a une prochainement là-dessus. Donc, n'hésitez pas à vous enregistrer. Je vais vous proposer un autre truc, mais là, j'ai une question de Loïc qui dit concrètement, aujourd'hui, en moyenne, en combien de temps peut-on espérer être en première page avec un contenu optimisé, un blog et tout ça? Et avec un blog, est-ce qu'il vaut mieux publier 5 articles d'un coup ou un chaque mois? Donc, en gros, quel temps pour atteindre des positions correctes et quel est le volume de contenu à créer, quoi? Alors, tu as une Ou la méthode toute récurrence. simple pour savoir combien de temps il faut. Là, la seule réponse sur une question aussi générale qui n'est pas sur une thématique, je peux dire que ça dépend. Par contre, ce que tu peux faire, c'est aller voir tes concurrents dans des outils comme Href, où tu peux voir vraiment l'évolution de leur position. Donc, tu tapes un mot-clé et tu vas regarder les positions de tes 5 concurrents, en combien de temps ils sont arrivés à cette position-là. Et c'est ce qu'on a fait sur une thématique du jeu vidéo, par exemple. On a vu que tous les concurrents avaient mis minimum 6 mois. Donc le client, on a dit, bah voilà, au mieux, a priori, ce sera minimum 6 mois. Visiblement, ils n'ont pas fait un super SEO, donc on doit pouvoir avoir des résultats plus vite. Mais ce sera 6 mois minimum. Ok. Et voilà, donc, tu peux en fait regarder tes concurrents. Pour l'autre question, entre 5 articles 5 articles d'un coup ou un par mois, j'ai envie de dire, sur des quantités aussi faibles, entre guillemets, ça n'a pas grand intérêt. Moi, je mettrais plutôt les 5 d'un coup, comme ça je fais le maillage directement entre les 5 articles, plutôt que de faire des allers-retours toutes les semaines. Ce qui est sûr, c'est que pour ranker beaucoup plus vite, en gros, un site, qui publie 4 articles par semaine, et ou VS, un site qui publie un article par semaine, le site qui publie 4 fois par semaine ne va pas se référencer 4 fois plus vite, mais plutôt 8-10 fois plus vite. Alors franchement, s'il y a un truc qu'il faut bien travailler au début, c'est la vitesse à laquelle on publie ces contenus, parce que le plus vite ils sont publiés, le plus vite il y aura du résultat, de la cohérence sémantique, etc. Donc sur les phases de démarrage, dès qu'on commence à viser des mots-clés, je pars très 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 rarement sur des stratégies avec moins de 3 articles par semaine. Ok. Faut quand même faire un bon travail, on va dire, de bourrin au début, avoir un volume, une masse intéressante, et après être dans de la régularité pour faire tout ça. Ok, cool. Alors je vois qu'il y a d'autres questions. Entre-temps, pour tous ceux qui étaient, soit qui se sont dit j'ai tout compris, je le savais déjà, je suis un champion du monde, ou pour ceux qui justement étaient complètement largués, c'est-à-dire qu'il y avait trop de mots techniques, ils ne savaient pas trop par où prendre le bout et tout ça, on a fait un petit, on parlait des contenus un peu qualitatifs là, on a fait un petit form qui permet de tester votre maturité digitale et votre compréhension un peu de tout ce qu'il faut faire, et surtout si vous avez mis en place dans votre boîte ce qu'il faut en termes d'outils, de bonnes pratiques sur la partie prospection via le digital, donc sur Internet. Donc, je vous ai mis le lien vers le petit formulaire. Il y a 8 questions. Si ça vous branche, je vous invite à répondre aux 8 questions et ça vous donne une note à la fin de voir à quel niveau vous en êtes sur votre maturité digitale, et ça vous donne pas mal d'astuces aussi pour essayer de grimper en termes de level. Donc, vous pouvez le remplir. Et ça, c'est le genre d'outil, comme tu en parlais au début, où les gens restent plus longtemps sur le site. C'est le fameux double effet qui se coule. Et donc, n'hésitez pas à le compléter pour ceux qui souhaitent tester leur niveau de maturité. Allez, encore 4 questions. Et après, on sera bon. On va libérer Paul, parce que on a tous plein de choses à faire de super intéressant en plus de cette très belle session d'aujourd'hui. Donc, Manon, est-ce vrai que la longueur d'un article en nombre de mots aura une influence sur le SEO? Et même question en gros pour la densité de mots-clés. Alors,
Sur la longueur, oui, mais c'est pas parce que tu fais plus long que ça sera mieux. La longueur, la meilleure manière de savoir sans outil payant ou autre, ça va être d'aller regarder tes concurrents. Et tu regardes les 3 meilleurs, combien ils ont de mots. Et tu fais un tout petit peu plus, tu fais 100 mots. Si les 3 meilleurs ont 800 mots en moyenne, tu n'as pas besoin de faire des tartines de 3000 mots. Au contraire, ce sera plutôt néfaste parce que si les 3 meilleurs rankent avec 800 mots, visiblement Google n'attend pas des longs articles. Et de la même manière, si c'est des fiches produits ou des catalogues qui rankent, il ne va pas faire un article. Il te faut une catégorie ou une fiche produit. Et bah, dans l'autre sens, si c'est que des articles qui rankent, tu ne feras jamais ranker une catégorie, ou alors c'est beaucoup plus compliqué. Mais c'est du coup sur le nombre de mots, il n'y a pas de réponse universelle. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un minimum pour qu'un robot comprenne bien, un, le sujet, et deux, l'axe avec lequel tu traites ce sujet. Donc ça, tout le monde a son avis. Moi, je considère qu'il y a à peu près 600-700 mots, c'est le minimum, parce que je fais pas mal de programmation en sémantique, etc. Puis je vois que c'est compliqué quand même de bien cerner un sujet avec moins de 600 mots. Mais voilà, il n'y a pas de max, il n'y a pas de nombre. Top. On voit que c'est comme dans la vie de tous les jours, hein. C'est pas la longueur qui compte, quoi. Donc tant mieux. Ça donne une chance à tout le monde, c'est bien. La densité de mots-clés, il me semble, elle a Yes, posé. densité de mots-clés aussi, ouais. C'était une mesure qui était pas mal utilisée avant, qui peut rester pertinente sur des thématiques qui sont très peu travaillées, très peu concurrentielles. Aujourd'hui, c'est pas du tout le nombre d'occurrences d'un mot-clé qui va faire que tu vas te référencer, c'est plutôt l'utilisation de tous les termes qui gravitent un peu autour de ton mot-clé. Et si tu veux vraiment savoir la densité, bah, tu prends ton top 10, le top 10 sur ton mot-clé, tu regardes eux, à combien ils en sont. Et bah, tu vas pouvoir savoir, toi, à peu près ce qu'il faut viser. Si tes concurrents ils sont à 10%, a priori, il va falloir plutôt bourriner. Et s'ils sont à 0,1%, bah, ça suffit. Donc encore une fois, c'est encore en lien avec la vie de tous les jours, hein. C'est pas la taille qui compte, mais c'est bien de se comparer avec, avec les voisins, quoi. Ok. Alors il y a une question de Jérôme qui est mieux vaut un titre de 60-65 caractères normal avec un mot-clé ou un titre trop long mais avec un ou deux mots-clés supplémentaires. Donc en gros, est-ce qu'il vaut mieux se cantonner aux 60 fameux 66, moi je dis caractères, ou avoir un titre un peu plus long avec fat de mots-clés, mais qui seront affichés dans les serres car le titre est trop long de toute façon. En fait, tu as ce chiffre de 60 caractères, c'est vrai sur laptop. Mais déjà, c'est différent sur tablette, c'est différent sur mobile, etc. etc. Du coup, c'est pas vraiment 60 caractères la limite. Si on veut être sûr d'être affiché complètement partout, c'est à peu près 60 caractères. En vrai, c'est 600 pixels. Sur le fait que ça soit tronqué ou pas, si effectivement ta title fait 10 km, là, un, ça pue la suroptimisation. Et deux, honnêtement, j'en sais rien. Si ça a du poids. Je pense que ça a du poids si c'est raisonnable, si c'est dans les 10-20 caractères qui suivent, parce que ça sera affiché sur d'autres devices. Si c'est trop loin, je pense que Google n'est pas bête au point de le prendre en compte, sachant que personne ne va le voir. Ok. Bon, en gros, il vaut mieux quand même rester dans les 60-70 caractères et faire un bon boulot là-dessus plutôt que de s'embêter à essayer de faire trop compliqué et de suroptimiser, quoi. C'est ça. Ça n'aurait pas de sens de le prendre en compte sur si personne ne le voit. Allez, deux dernières questions. Mathis nous demande, est-ce qu'il est possible de passer en premier résultat devant une association pour un même mot-clé grâce au référencement organique? Alors du coup, je vois pas. Ouais. Ça va vraiment dépendre de l'autorité de l'association. Ce qui est sûr, c'est que c'est très compliqué de passer devant sur le nom de l'association. Sur le nom de marque. Bon courage, voilà, sur la marque. Mais sur l'association, si elle s'appelle, j'en sais rien, j'ai pas l'idée, l'association Viking. Ouais. Ça peut... Sea Oui, Shepherd, sinon. Ou Sea Shepherd. Bah, passer au-dessus de Sea Shepherd, ça va être compliqué, C'est chaud. mais si eux sont présents sur un mot-clé, par exemple protection des dauphins, et que tu veux passer au-dessus sur protection des dauphins, c'est tout à fait possible. Ouais. En gros, d'après la question, je comprends que, en gros, une association, vu que ça apporte toujours du contenu un peu gratuit, que c'est des gens, ils sont pas intéressés, tout ça, bah, il va sûrement y avoir plus de liens qui pointent vers eux. Donc, c'est des cibles plus difficiles à battre d'un point de vue SEO. Mais bon, ça reste un site comme un autre. Donc, on peut les dépasser si on est meilleur qu'eux, quoi. Ça. En fait, à l'inverse, malheureusement, vu que les assos n'ont pas toujours beaucoup de budget, et ne sont pas très sensibilisés au digital, elles ont peu de SEO, elles ont pas mal de bénéfices du fait de leur statut. Mais en fait, il y a peu de travail vraiment concret de petites pattes qui derrière.
Ça va être les grosses assos, grosses ONG quoi, qui ont du budget, où là, ça va être compliqué. Et dernière question de Clara. Est-ce qu'il y a des sites qui permettent de souligner le mot-clé de nos articles ou on doit écrire les articles avec les mots-clés qu'on a trouvés? Alors, j'ai pas compris. Bah, moi non plus. Mince. Zut, j'aurais dû travailler la question avant. Je sais pas, est-ce qu'il y a des sites en gros qui te permettent peut-être d'auditer en creusant les mots-clés? Je sais pas si Clara, tu peux spécifier, désolé. Bon. Mathis précise là pour la question d'avant. Mon entreprise, en gros, a le même nom que l'association et on aimerait passer en premier résultat sur le nom de l'entreprise. Bon, bah, faut optimiser autour de ça, quoi. Ah oui, bah ça va être des backlinks sur ton nom de marque. Et des gens, et ça, tu peux vraiment l'encourager, des gens qui tapent ton nom de marque et qui vont cliquer sur ton entreprise. C'est vraiment ce comportement utilisateur qui va indiquer à Google que visiblement, les gens cherchent plus ton entreprise que l'association. Ça prend du temps, mais c'est tout à fait faisable. Top. Bon, on va prendre une autre dernière question. Clara, si entre-temps, tu as l'occasion de poser la question en direct à Paul sur LinkedIn ou de la poser après. Et donc, la dernière, ça va être y a-t-il un intérêt à mettre les mots-clés en gras ou on s'en tamponne? Oui, bien sûr. Pareil, il ne faut pas suroptimiser. Il faut aussi utiliser la balise strong. Sachant l'autre, en fait, il y a deux balises de gras. Il y a strong et bold. Bold, c'est uniquement du design. Strong, ça met en avant pour les moteurs de recherche que ce mot est important pour le navigateur, etc. Du coup, c'est plutôt ça. Par contre, on parle toujours de mots, de petits groupes de mots. Si tu mets toute ton introduction en bold, en strong, en gras, ça perd de son importance. En fait, le gras, il est pertinent parce qu'il y en a peu. Donc à partir du moment où tu vas en mettre beaucoup, bah, ça perd de la pertinence. Mais oui, c'est toujours intéressant. Top, eh ben, un grand merci. Donc n'hésitez pas à ajouter Paul Grillet directement sur LinkedIn si vous avez d'autres questions complémentaires en lien avec ce webinaire. En tout cas, un grand merci Paul d'avoir pris le temps de nous révéler toutes tes bonnes pratiques aujourd'hui, à nous montrer tout ça. Pour plus loin, t'inquiète, ils le retrouveront dans la slide. Donc vous allez avoir accès au replay, vous allez avoir accès à la présentation, vous allez avoir accès à tout. Donc, tapez Paul Grillet sur Google, vous le retrouvez. Vous pouvez m'ajouter aussi si vous le souhaitez. Voilà, on est tous les deux à votre disposition si vous avez la moindre question. Pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, et là, petit instant, donc Paul faisait des formations. On ne sait pas s'il va se réchauffer, mais en tout cas, si vous voulez profiter de vos budgets OPCO ou de vos budgets CPF pour faire des formations complémentaires avec Paul ou avec quelqu'un de l'équipe Pilotine spécialisée en SEO, pour des formations SEO, des formations prospection LinkedIn, je sais pas, marketing digital, référencement payant, marketing automation, j'en sais rien. En gros, si vous voulez trouver des clients via Internet et que vous souhaitez profiter des budgets OPCO et CPF, c'est-à-dire des formations prises en charge à 100%, n'hésitez pas aussi à nous faire un petit coucou et on vous donnera nos meilleurs tuyaux possibles et on vous donnera toutes les astuces pour que ça puisse être pris en charge et que vous puissiez vous faire accompagner là-dessus. J'ai plus qu'à souhaiter à Paul une excellente journée. Encore merci pour tous tes conseils. C'était vraiment tip top. Alors, je pense que ça allait un peu vite parce que c'est ton mode de fonctionnement et puis ça dépote. Donc, pour certains, ils auront besoin de revoir le webinar via le replay et de pouvoir réassimiler tout ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on a eu un beau condensé de plein de bonnes pratiques pendant cette heure et quart. Donc, merci beaucoup à tous. Merci Paul. Et puis, à une prochaine. Ciao. Merci beaucoup pour l'invitation. Ciao tout le monde.